Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Soudan du Sud est aujourd'hui la plus grande crise de réfugiés en Afrique. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit vendredi très alarmé par la crise qui a forcé plus d'1,5 million de personnes à quitter le pays depuis décembre 2013. En Mauritanie, la commission chargée du suivi des résultats du dialogue national s'est réunie ce mardi 14 février 2017. Cette rencontre est consacrée à l'étude des mesures destinées à accélérer la mise en pratique des résultats des journées de concertation nationale organisées en septembre et octobre 2016. Reprise annoncée du championnat de basketball en Côte d'Ivoire. La compétition devrait redémarrer le 25 février. La saison qui s'achèvera en juin laissera place aux Jeux de la francophonie que le pays abritera au mois de juillet. Le nombre de réfugiés du Soudan du Sud franchit la barre des 1,5 million selon le HCR. Alors que des milliers de personnes continuent de se réfugier en Ouganda, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. Le dernier afflux de réfugiés a mis la capacité des centres de transit et d'accueil à rude épreuve. Explication de Birama Saounera. Des milliers de réfugiés sud-soudanais continuent d'arriver en Ouganda pour échapper aux attaques de groupes armés dans leur pays. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette situation a fait du Soudan du Sud le pays qui connaît la plus grande crise des réfugiés en Afrique et le troisième plus important au monde après la Syrie et l'Afghanistan. L'organisation onusienne indique que plus de 52 000 réfugiés ont été accueillis en Ouganda depuis janvier 2017. Je venais de cultiver et j'attendais la récolte. J'ai perdu tout à cause de la guerre. Ils tuent des gens et beaucoup sont morts. J'ai eu peur pour ma vie. L'Ouganda est largement reconnu comme ayant des politiques de réfugiés et d'asile progressistes. Cependant, avec le nombre croissant d'arrivées des personnes déplacées, la capacité des centres de transit et d'accueil constitue un véritable défi. Après avoir obtenu le statut de réfugié, les déplacés se voient octroyer des petits lopins de terre dans les villages intégrés dans les communautés locales, à l'image de Raymond Toongo qui a tout perdu quand son village a été attaqué. Regardez-moi, je porte des vêtements déchirés et sales. Nous dormons dans la brousse, c'est une situation terrible. L'Ouganda accueille déjà plus d'un tiers des 1,5 million de réfugiés sud-soudanais depuis le début du conflit dans ce pays en décembre 2013. En 2016, l'appel humanitaire pour la réponse au Soudan du Sud a reçu moins de 15% des fonds nécessaires. Selon les Nations Unies, sans autre contribution, la capacité de l'aide humanitaire s'avère critique et les services de base clés pourraient être gravement compromis. En Mauritanie, la commission chargée du suivi des recommandations du dialogue national inclusif se réunit ce mardi au Palais des Congrès de Nouakchott. Cette rencontre de la commission est la deuxième du genre depuis la tenue du dialogue national en septembre et octobre 2016. Au menu des discussions, le processus électoral et notamment la commission électorale indépendante et les conseillers régionaux. Le précision de Birama Saounera. En Mauritanie, la commission chargée du suivi des résultats du dialogue national se réunit ce mardi 14 février 2017. Cette décision intervient à l'issue d'une rencontre tenue samedi 11 février 2017 au Palais des Congrès à Nouakchott, la capitale. Selon un communiqué publié par la commission, cette rencontre sera consacrée à l'étude des mesures destinées à accélérer la mise en pratique des résultats des journées de concertation nationale organisées en septembre et octobre 2016. Cette rencontre relative à l'exécution des résultats du dialogue se tient à un moment propice car l'atmosphère générale actuellement peut être qualifiée de positive, surtout que tous les Mauritaniens s'attendent avec impatience à l'exécution des résultats que la classe politique a définis lors du dialogue national inclusif. Ouvert le 29 septembre 2016, le dialogue national a regroupé la majorité présidentielle et certains partis de l'opposition. Il a été boycotté par d'autres formations politiques, y compris le Forum national pour la démocratie et l'unité, le plus grand rassemblement de l'opposition en Mauritanie. Le dialogue national avait proposé un ensemble de modifications de la Constitution portant sur l'emblème, l'hymne national et la création de conseils régionaux en lieu et place du Sénat.
pour l'opinion publique mauritanienne, l'absence de ces partis politiques est aujourd'hui quelque chose, est aujourd'hui, dirais-je, une routine. Donc, ce qui serait étonnant, c'est plutôt leur présence ou leur participation. Par contre, il faudrait noter que ce dialogue a commis la participation de certains partis qu'on considérait comme radicaux. Les Flammes ont été présents, le mouvement Touche pas à ma nationalité, certains dissidents du mouvement IRA ont participé à ce dialogue et on valorise ces résultats. La commission chargée du suivi des résultats du dialogue politique a également accepté la convocation d'une session parlementaire extraordinaire qui doit se tenir au courant de cette semaine. C'est au cours de cette session parlementaire que les députés doivent approuver la convocation du collège électoral pour le référendum constitutionnel prévu dans les prochaines semaines. L'Égypte envisage de faire passer sa production de blé de 8 millions de tonnes actuellement à 10 millions de tonnes d'ici les 3 prochaines années. Cette ambition du gouvernement s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'autosuffisance dans la production de la céréale. Une autosuffisance qui sera atteinte grâce à l'augmentation des superficies emblavées, l'amélioration des rendements de la céréale et la réduction de la consommation nationale de blé. Cet objectif sonne comme un défi pour le gouvernement égyptien dans la mesure où le pays est le plus gros importateur mondial de la denrée. L'Égypte a importé durant la campagne 2015-2016 10,6 millions de tonnes de blé, majoritairement en provenance de la Russie. Vieux Farka Touré est l'une des valeurs sûres de la musique malienne et africaine. Fils du célèbre bluesman Ali Farka Touré, il marche aujourd'hui sur les traces de son défunt père. L'héritage paternel reste présent, mais Vieux Farka Touré souhaite se créer sa propre identité, comme nous l'explique Birama Saounera. Le chanteur et guitariste Vieux Farka Touré est l'un des jeunes artistes maliens les plus adulés sur la scène internationale. Fils de Ali Farka Touré, le célèbre bluesman, Vieux Farka Touré, de son vrai nom Boureima Touré, suit les traces de son défunt père. Natif de Niafunké, ville située à 250 km au sud-ouest de Tombouctou, Vieux Farka Touré est fier du parcours musical de son père, mais il ne veut pas bâtir sa notoriété sur celle de son géniteur. Si on vous dit le fils de Ali Farka, c'est vraiment pas un petit truc. Donc vous êtes obligé de foncer, de donner le maximum, de faire le maximum pour être au niveau. Donc j'essaie toujours de faire ce que je peux, vraiment le maximum que je peux pour être là. Et c'est vrai que ça me donne encore le courage quand je pense que les gens me comparent à mon père et que lui, vraiment c'est un modèle. Vieux Farka Touré relie blues et culture africaine et mêle modernité et tradition. En 2010, il a été invité à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Neveu du célèbre musicien choriste Toumani Diabaté, il a également partagé la scène avec d'autres artistes de renom tels que Shakira, Alicia Keys et Knan. Auteur de plusieurs albums, Vieux Farka Touré s'inspire de son défunt père et réclame son panafricanisme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement s'il vient du Mali, du Burkina ou du Niger. Ils savent seulement que c'est un Africain. Et c'est la raison pour laquelle je dis à chaque fois, où ils me disent, mais tu fais quel genre de musique? Je fais de la musique africaine. Issu d'une grande famille de musiciens, Vieux Farka Touré aurait pourtant pu ne pas devenir artiste. Son père souhaitait le voir servir dans l'armée de son pays, mais le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, fils biologique et digne successeur de Ali Farka Touré, virtuose de la guitare, il s'engage à porter haut les couleurs du Mali et de l'Afrique sur la scène musicale internationale. La Fédération ivoirienne de basketball prépare activement la nouvelle saison. Le championnat devra débuter le 25 février. Les dirigeants de clubs et de ligues ainsi que les joueurs revendiquent néanmoins une assistance financière, technique et matérielle. Reportage d'Olivier Gonan, correspondant en Côte d'Ivoire. Le basketball reprend ses droits en Côte d'Ivoire le 25 février. Les dirigeants de clubs et des ligues se réjouissent de la perspective de voir les joueurs retrouver les parquets. Ils attendent cependant que la fédération leur apporte une assistance pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Très peu de ligues qui arrivent à organiser les championnats, donc il y a un problème de moyens parce que les frais des licences n'arrivent pas à couvrir nos dépenses. Il y a certaines zones où il n'y a même pas de terrain de basket. Il y a certains centres de formation qui manquent de matériel, qui manquent de ballons.
Donc chaque saison, on nous offre au moins une centaine de ballons par ligue. On s'entraîne comment, on joue comment s'il pleut. Quand on joue dehors par rapport à la salle, il y a plus de risques, ça c'est sûr, de blessures. Donc comment est-ce que la fédération aujourd'hui, est-ce qu'on a une assurance qui va nous permettre de prendre en charge les athlètes qui sont exposés? Pour le président de la Fédération ivoirienne de basketball, la saison 2017 sera encore une saison de transition à cause de l'indisponibilité des salles de jeux couvertes et l'organisation au mois de juillet des Jeux de la francophonie à Abidjan. Nous avons un partenaire au niveau, je dirais, de l'assurance qui a déjà annoncé depuis l'année passée qu'il nous accompagnerait. Nous espérons que cela se fera de façon effective. Nous allons malheureusement jouer à l'extérieur. Nous ferons en sorte quand même que les matchs puissent se dérouler dans de bonnes conditions, avec une certaine sécurité, que nos athlètes puissent évoluer sur des terrains qui seront aux normes, si possible, et que notre championnat soit attrayant. L'une des innovations de la saison, ce sera l'organisation de certaines rencontres du championnat de première division à l'intérieur du pays, dans les villes de Bouaké, d'Aloa et d'Aoukro. La fédération a obtenu de FIBA Afrique l'organisation des éliminatoires zone 3 de l'Afro-Basket 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.